Toutes et à tous, bienvenue pour cet atelier Actoplasturgie dédié au métier de l'extrusion. Donc l'idée de cet atelier, si tu peux la slide suivante, ça vient. Donc l'idée, voilà, c'est d'aborder différents points, notamment, voilà, c'est comme on dit, parce que vos entreprises doivent répondre à des enjeux, hein, les transitions écologiques, transition numérique. Donc c'est comment on peut vous accompagner, IPC peut vous accompagner à lever ces freins. Et voilà, et puis comprendre les évolutions au travers de la compréhension des évolutions de son environnement. Donc, c'est une première partie. Il y aura une deuxième partie, c'est comment IPC vous accompagne. Donc là, il y aura Valentin, Samira et Benjamin qui vous feront un focus particulier sur l'expertise d'IPC dans le domaine de l'extrusion. Et puis, on aura une dernière partie. Alors, on va essayer d'avoir une partie collaborative. L'idée, c'est comment c'est que vous puissiez exprimer les attentes, vos besoins en lien avec le métier de l'extrusion. Et on essaiera de travailler ensemble pour essayer de remonter vos besoins et voir comment IPC pourra y répondre prochainement. Alors, avant de commencer, de lancer le webinaire, il y a un petit onglet en haut. Alors, normalement, il y a une petite feuille avec un petit trombone. Il y a donc la présentation, elle est téléchargeable à ce niveau-là. Si vous avez des questions, à côté, il y a un petit onglet avec un petit point d'interrogation. Donc là, c'est pareil, ça vous permet de poser des questions. Et puis après, on verra, vous aurez aussi le moyen de réagir et on vous donnera la parole au fur et à mesure à la fin de la présentation, lors du moment des échanges. Donc, on va commencer avec comprendre son environnement. Alors là, le but, c'est pas de vous faire un cours théorique sur la réglementation, c'est de vous donner à peu près les grandes tendances sur la réglementation, sur ce qui va venir et ce qui va justement, pourquoi IPC peut vous accompagner sur ces sujets. Donc, on voit qu'on a un contexte réglementaire qui est général, aussi bien européen que national, où demain, on sent une tendance, on aura les produits qui vont être mis sur le marché devront avoir ce qu'on appelle une pertinence environnementale, une pertinence industrielle et puis surtout une pertinence sociétale. C'est vraiment un nouveau pilier qui apparaît de plus en plus. Et cette pertinence sociétale, elle se traduit au travers des aspects sécuritaires du produit. Donc les notions de santé. Santé, c'est tout ce qui est notions liées aux substances, et voilà, PFAS, donc que vous entendez régulièrement. L'environnement, c'est plutôt c'est l'impact sur la biodiversité, les microplastiques. Voilà. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui qui ressortent de plus en plus. Et il y en aura d'autres au fur et à mesure qu'il y aura des sujets qui remonteront sur ce sujet-là, sur cet aspect sécuritaire. Mais c'est un point essentiel. Donc, c'est-à-dire que dans la conception de votre produit, dans le développement de votre produit, vous devrez prendre en compte cette notion-là de manière plus en plus importante. Il y a l'aspect circularité du produit. Donc là, on a une notion de durabilité. Alors, durable, ce n'est pas la notion environnementale, c'est la durabilité, c'est une notion du temps qui est derrière. Il y a des produits qui durent longtemps, c'est-à-dire avec un usage assez durable. Il y a la notion d'utilisation de réutilisable aussi qui apparaît de plus en plus. Donc, à un moment donné, on réutilise, la notion de réemploi qui sont derrière ces notions-là, notamment dans l'emballage. Il y a le réparable quand c'est possible. Et puis après, il y a en dernier lieu, il y a la recyclabilité du produit. Et puis, tout ça se fait aussi avec une réduction de la consommation des ressources. Donc là, derrière cet aspect-là, on voit les aspects biomatériaux, on voit les aspects intégration de matières plastiques recyclées. Donc voilà, tout ça, c'est en fait ce qu'on appelle le pilier de la circularité. Et on va lui adjoindre toutes des notions d'éco-conception, d'ACV, voilà, qui vont permettre de valider les solutions qu'on a retenues. Et puis, bien sûr, tout ça, parce qu'un produit, à un moment donné, il a été développé pour répondre à un usage. Donc, cet usage, en fait, on doit répondre à des notions de design, de propriété, en fonction de l'usage qu'on veut faire du produit. Et puis, bien sûr, d'avoir des procédés efficients. Donc, ça aussi, c'est ce qu'on appelle la pertinence industrielle, avec, bien entendu, derrière des notions de rentabilité, de compétitivité. Voilà. Et sur cette pertinence industrielle, on peut aussi adjoindre des aspects de décarbonation, un bilan carbone, économie d'énergie, GPI, granulés plastiques. Voilà, ce sont des choses, c'est un peu le contexte sur lesquels, aujourd'hui, à partir duquel les développements de produits vont s'appuyer sur les aspects sécurité, circularité, usage. On peut passer
Donc tout ça, au fait, aujourd'hui, si on regarde au niveau national, hein, français, on a ce qu'on appelle la mise en place de filières REP qui répondent justement à tous ces critères. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de mettre en place des écotaxes, hein, en fonction des marchés. Donc on voit qu'aujourd'hui, je ne veux pas tout passer en revue, mais on voit que allez, une grosse 90% des produits plastiques qui sont mis sur le marché vont être assujettis à une écotaxe. Soit ils le sont déjà, soit ils vont l'être en fonction de la mise en place des éco-organismes et des filières. Et donc, ces écotaxes, elles vont être bien basées sur ce qu'on appelle des éco-modulations avec des bonus et des malus. Donc, pour avoir les bonus, il faudra que le produit soit éco-conçu, qu'il contienne des matières plastiques recyclées, qu'il soit moins impactant vis-à-vis de l'environnement, voilà, facilement recyclable. Donc, ce sont les critères qu'on a vu tout à l'heure. Ce sont des critères qui vont être incitatifs pour en fait réduire l'impact environnemental des produits plastiques. Et cette incitation va se faire au travers de l'écotaxe qui va être mise en place sur une grande partie des produits plastiques qui vont être mis sur le marché. Slide suivante. Ouais. Donc après, il y a aussi une réglementation qui est sortie, qui a été mise en vigueur, adoptée définitivement le 5 septembre dernier. C'est la RTI MPR qui concerne une prime à l'intégration de plastique recyclé dans les produits plastiques. Donc en fait, vous aurez des incitations financières en fonction du tonnage de matière utilisée dans vos process, en fonction de du niveau d'incorporation dans les produits. Donc, ce dispositif, il entrera en vigueur au 1er janvier 2026. Donc là, je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais vous avez un article de blog, hein, qui a été fait par notre juriste, donc Sophia. Et puis, vous avez le lien direct vers l'arrêté. Tout ça, c'est disponible dans le support, hein, de présentation. Et donc, ce qui vous permet, en fait, l'idée, c'est de soutenir l'incorporation de plastique recyclé et notamment de pouvoir compenser deux fois le surcoût du recyclé par rapport à la matière vierge. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a un peu ce problème-là. Et donc, voilà, c'est vraiment une réglementation qui va vous permettre d'inciter, d'utiliser du recyclé et d'essayer d'être compétitif en utilisant du recyclé. Après, on voit qu'au niveau, il y a un document de travail qui existe depuis juin 2024 au niveau de l'éco-conception des produits. Donc, il y a des règles qui sont en train de se mettre en place, notamment, c'est d'étendre l'éco-conception à presque tous les produits physiques, hein. Alors, il n'y a pas que les plastiques, mais voilà, nous, on est concernés dans cette réglementation à venir, qui est en cours d'élaboration. C'est d'harmoniser les exigences en termes d'éco-conception au niveau européen et puis favoriser, comme je disais, des produits plus durables, réparables et recyclables. Donc ça, c'est aussi le but de l'éco-conception. Et donc, l'objectif, c'est d'augmenter le taux de circularité des matériaux plastiques, de réduire l'empreinte carbone des produits plastiques et à travers ça, de l'impact environnemental de votre entreprise, hein. On sait que la partie plastique est un gros facteur d'impact pour l'activité de votre entreprise. Et puis, bien sûr, il y aura des définitions de critères en termes de durabilité, réparabilité, certainement aussi avec peut-être des écotaxes derrière. Et tout ça au travers d'un passeport numérique, hein. Donc, ça permettra à chacun de savoir le niveau de recyclabilité, de réparabilité, de durabilité des produits, les substances, la présence de substances ou pas dans les produits. Voilà, c'est tout un système d'information qui va être mis en place avec cette notion d'éco-conception qui ressort fortement. Donc ça, c'est aujourd'hui un document de travail, mais qui viendra à un moment donné effectif au niveau européen. Et puis, sur la slide suivante, s'il te plaît. Et là, je voulais faire un petit point sur, parce que là, justement, il y a aussi un projet de règlement qui est en cours d'étude au niveau européen. Donc, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception à la fin de vie des véhicules. Aujourd'hui, il va y avoir on va faire un durcissement des critères de circularité des véhicules, notamment de revalorisation des matériaux. Donc, on parle de réutilisabilité, de réparation, et donc avec des taux minimaux de matières plastiques recyclées. Donc là, c'est pareil, c'est un règlement qui est en cours.
c'est vraiment dédié à la fin de vie des véhicules. Donc, ceux qui sont dans ce secteur-là, à un moment donné, vont être impactés. C'est-à-dire que les produits plastiques qui vont être mis sur le marché devront intégrer du plastique recyclé, devront être facilement recyclables ou réparables ou réutilisables en fonction de la fin de vie du véhicule et du traitement du véhicule en fin de vie. Voilà un peu pour tout ce qui concerne l'aspect réglementaire. Donc, l'idée, là, c'était de vous donner un focus de ce qui existe. Donc, à un moment donné, ça veut dire que vos produits vont falloir qu'ils répondent à certaines réglementations. Comme on a la PPWR dans l'emballage, voilà, on a des choses qui viennent de plus en plus au niveau de l'Europe, avec une uniformisation européenne. Et l'idée, après, voilà, c'est que vos entreprises vont vouloir qu'elles réagissent par rapport à ces réglementations ou ces projets de réglementation. Et c'est là où, justement, IPC peut vous accompagner. Et ça va être la partie suivante. Donc, tu peux passer les slides, s'il te plaît. Voilà. Donc là, je vais laisser la main à Valentin, qui va vous présenter comment IPC peut vous accompagner dans le secteur de l'extrusion. Voilà. À toi, Valentin. Merci. Bonjour à tous. Donc maintenant, comme je disais, on va vous parler de l'expertise sur l'extrusion plastique qu'ont disposé IPC, ainsi que nos différents moyens technologiques associés. Donc avant de commencer, je vais me présenter. Donc je suis Valentin Toury et à IPC, je suis responsable du service développement matériaux et extrusion. Ce service donc est composé de 12 collaborateurs avec des docteurs, des ingénieurs et des techniciens process, avec des compétences techniques pluridisciplinaires afin de répondre à un large panel de sollicitations de nos clients. Et l'ensemble des collaborateurs sont basés sur le site d'IPC à Alençon en Normandie. Donc avant de commencer un peu ma présentation, je vais vous faire un petit rappel sur l'histoire du site d'Alençon. Donc pour ceux qui ont connu, avant, il y avait ISPA Entreprise, et en 2017, ISPA Entreprise a intégré IPC afin de créer un site à IPC à Alençon en Normandie. Donc pour commencer, 2 équipements de transformation étaient présents sur ce site. Donc une ligne semi-industrielle de co-extrusion calendrage Battenfeld et une ligne de compoundage Coperion. Et à l'époque, le site était composé d'environ 9 collaborateurs, dont 3 personnes travaillaient sur les thématiques d'extrusion. Suite à la demande croissante des différents industriels, entre 2020 et 2022, environ 2 millions d'euros ont été investis dans des nouvelles machines de transformation d'extrusion et 12 collaborateurs ont été recrutés sur ce site. C'est ainsi qu'en 2023, en début d'année 2023, le service développement matériaux et extrusion que je gère a été créé afin de proposer plus de solutions d'accompagnement aux différents industriels de la profession. Et comme on peut le voir sur la photo, en fin d'année 2023, un nouveau bâtiment accolé à nos anciens locaux a été inauguré afin de continuer notre croissance sur le développement de produits par l'extrusion et ainsi mieux répondre aux besoins des industriels. C'est merci, tu peux changer de slide. Merci. Comme je l'ai dit, l'ensemble des compétences et collaborateurs sont présents sur le site en Normandie à Alençon. Donc on dispose de savoir-faire en extrusion et à la fois sur la partie matériaux, thermoplastique, et on dispose également d'une plateforme technologique d'extrusion. Mais on travaille en étroite synergie avec l'ensemble de nos collègues sur les différents sites d'IPC, que ce soit au Oyonnax, Clermont-Ferrand ou à Laval. Notre site est localisé, pour ceux qui connaissent, sur le pôle universitaire d'Alençon, juste à côté du centre de formation en plasturgie et composite ISPA. Et il ne faut pas faire d'amalgame parce que c'est souvent le cas. On est bien 2 structures totalement distinctes avec des objectifs et des missions totalement différentes. Slide suivante. Donc, merci. Donc, comment on fonctionne pour répondre à un besoin des industriels? Donc, notre travail consiste à comprendre, maîtriser puis optimiser la relation entre le produit fini, les contraintes matériaux et les procédés de mise en œuvre pour atteindre là où les fonctions souhaitées. En fonction du degré de maîtrise de la fabrication du produit, les objectifs peuvent nous être soit d'optimiser des paramètres process pour obtenir de meilleurs produits finis, soit de sélectionner le bon procédé de fabrication ou également sélectionner le bon matériau pour obtenir un premier prototype répondant aux besoins de l'industriel. Ensuite, on est en capacité de passer par une phase d'optimisation du procédé afin de faire à la fin un transfert industriel si besoin est. Et dans toute cette ingénierie, nous prenons également en considération dans notre approche
dès la phase de conception, les contraintes, que ce soit réglementaires, économiques, sociales et environnementales. Donc, notre équipe intervient à toutes les étapes du développement d'un produit extrudé, soit de manière indépendante, sur une seule étape, soit sur un ensemble d'étapes successives, ou également sur l'ensemble du cycle. On peut intervenir dès la phase de conception, avec de la veille technologique et scientifique, ou de la rédaction de validation d'un cahier des charges, que ce soit à la fois sur le produit à extruder que sur le choix matériaux. On travaille également sur la phase d'étude du produit, que ce soit technique, donc identification de matériaux, conception, calcul et dimensionnement, simulation numérique, que sur des études financières. On est également en capacité de réaliser des essais de validation, donc à la fois process, donc d'extrusion et de matière. On réalise également des prototypes par extrusion selon un cahier des charges défini par nos clients. Donc, on peut fabriquer des granulés, des filaments dédiés pour l'impression 3D, par exemple, des films, des feuilles, des plaques, des tubes, des profilés ou bien des corps creux comme des flacons. Et si nos outillages ne sont pas forcément adaptés aux besoins, notre équipe travaille également sur la définition et la réalisation des outils de fabrication. Donc pour ça, on dispose également de savoir-faire pour réaliser un transfert industriel chez le client. Et lorsque le processus de production rencontre des dysfonctionnements, que ce soit à la fois matériaux, process ou produits, on peut également intervenir pour faire de l'assistance technique, de l'expertise sur site et de l'analyse de défaillance. Sur la partie process de fabrication et de mise en œuvre, on dispose à l'ensemble d'une plateforme de mise en œuvre par extrusion avec un certain nombre de lignes pilotes. Donc, il faut généralement une dizaine de kilos par matière pour faire un essai sur nos lignes. Et cette plateforme est composée d'une dizaine de machines. Donc, on a 2 lignes de copoundage, Coperion, donc une diamètre 18 mm et une diamètre 32 mm. On a une ligne de coextrusion calendrage Battenfeld. On a 2 lignes d'extrusion tube, 2 lignes d'extrusion gonflage, une ligne d'extrusion soufflage, une ligne de coextrusion cast qui est modulaire, donc en fonction du besoin client, une ligne d'extrusion filament colline et une ligne un peu plus spécifique qui permet de faire de l'assemblage de films, une ligne de lamination RK-Print. Donc maintenant, pour vous donner un peu quelques exemples où on peut vous accompagner, où on peut intervenir nous pour nos différents clients. Donc on peut intervenir sur le volet à la fois matériaux. Donc sur le volet matériaux, l'équipe peut travailler sur des études de sélection matériaux. Cela consiste à partir d'un cahier des charges d'identifier les ou le matériau thermoplastique répondant à ce cahier des charges. Donc nous, derrière, on vous fournit un nom et des grades commerciaux les plus pertinents qui répondent à ce cahier des charges. Par exemple, on intervient lors de la substitution de pièces métalliques en pièces plastiques. Donc, on a des pièces, notre client a des pièces métalliques qui souhaitent substitution en plastique. On rédige un cahier des charges et derrière, on identifie les différents matériaux thermoplastiques qui peuvent y répondre. Et si aucune référence commerciale ne répond aux spécificités du cahier des charges, on peut éventuellement développer une formulation ou un grade sur mesure à façon en travaillant sur la formulation et donc de fournir à notre client une formulation spécifique. On propose également de valider là où les matières identifiées en réalisant des essais de processabilité par extrusion et fabriquer, on va dire, des premiers prototypes. Et enfin, une fois que les prototypes ont donné, on va dire, satisfaction, on peut également faire le transfert industriel si les essais de processabilité et de matière, de caractérisation de ce qui en suit ont été concluants. Sur la partie procédé, on travaille et on peut vous accompagner sur de la qualification de matière par les différents procédés d'extrusion que j'ai cités précédemment. Donc, cela consiste à évaluer la processabilité de la matière selon un procédé d'extrusion associé. Et comme je l'ai dit aussi avant, on est en capacité de fabriquer un certain nombre de prototypes de produits par extrusion, donc que ce soit des produits finis ou des semi-produits, donc des granulés, des filaments, des films, des feuilles, de la plaque, des profilés ou bien des corps creux. Et sur le dernier volet, donc sur la partie produit, donc à IPC, on dispose d'une expertise sur la partie éco-conception. On peut vous accompagner à la fois sur la partie conception de pièces extrudées, le développement d'outillages à façon, selon le besoin du client,
que ce soit donc travailler sur la partie filière, poinçon, conformateur. Et on propose également notre assistance sur les différentes analyses de défaillance matière, process ou produit. Et pour terminer, on peut proposer également une offre globale sur le développement d'un produit extrudé. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, que ce soit de la phase de la conception, on va dire, ou on va dire de l'idée de départ jusqu'au transfert industriel. Et en fait, cette offre peut également se découper en des offres individualisées spécifiques en fonction du besoin du client. Donc, si le client a besoin que d'un seul volet, on peut aussi s'adapter pour répondre qu'à une seule demande spécifique. Donc, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vais maintenant laisser la main à Benjamin qui va rentrer un peu plus dans la technique et qui va vous présenter qu'est-ce qu'on est en capacité de faire sur la partie coextrusion de semi-produits ou de produits finis. Oui, merci Valentin pour cette introduction. Donc, Benjamin Dandine, je suis ingénieur au sein du service matériaux et extrusion et j'interviens sur les différents procédés d'extrusion dont on dispose chez IPC. Et donc, comme Valentin l'a dit, là, je vais vous présenter de manière un peu plus détaillée les technologies mises en place chez IPC. L'idée, c'est que vous ayez une vision un peu globale de ce qu'on est en mesure de proposer et de par des cas d'application concrets. Et donc, je vais commencer par présenter le procédé de coextrusion en rappelant le principe très brièvement pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, contrairement à une extrusion classique où un seul polymère est transformé, la coextrusion, elle met en œuvre plusieurs extrudeuses. Bon, ici, elles sont au nombre de 3, mais il peut y en avoir moins ou il peut y en avoir plus selon la configuration. Donc, ces extrudeuses alimentent simultanément un outillage qu'on appelle le feed block ou parfois bloc de coextrusion ou bloc de répartition. Donc, ce module, il a pour but de superposer ou de combiner les flux de polymères fondus pour former une structure multicouche. Chaque couche apportant une fonction spécifique. Ça peut être des propriétés barrières à l'oxygène, par exemple, de la résistance mécanique ou même une surface esthétique. Donc voilà, le matériau multicouche obtenu peut ensuite être mis sous forme soit de film, de plaques, de profilés ou autre selon la filière choisie. Donc voilà, globalement, la coextrusion, ça permet d'obtenir en une seule étape un matériau unique avec des propriétés très spécifiques. Donc, si on s'intéresse ici plus particulièrement à la coextrusion de tubes et de joncs, donc voici la ligne que nous possédons chez IPC. Donc, c'est une May Virginio qui est composée de 2 extrudeuses monovis, une principale et une secondaire, et d'une unité de conformation. Donc, cette unité de conformation, elle comprend bien évidemment des filières avec des diamètres différents que l'on peut interchanger si besoin, selon la demande, avec des calibrateurs associés. Donc, elle contient également un bac de calibration qui, lui, va permettre de... le bac de calibration va permettre de figer en fait le dimensionnement du tube ou du jonc et, si besoin, de réaliser une dépression sous vide, ce qui est souvent utilisé pour les corps creux notamment l'extrusion de tubes. Et on dispose également d'un banc de tirage et d'un système de découpe automatisé qui permet de découper le profilé à la longueur souhaitée, quoi. Donc sur cette techno, l'accompagnement ou les accompagnements qu'on peut proposer et qu'a mentionné déjà Valentin juste avant, donc ça va de la sélection, de l'étude de sélection matériaux, qui est une des clés en fait pour la production de produits de qualité, surtout en coextrusion, mais j'élargirais dans le domaine de l'extrusion en général. La coextrusion, c'est vrai qu'il y a quand même des rapports de viscosité qu'il est important de maîtriser si on veut sortir un produit de qualité au final. Et donc, de cette étude de sélection matériaux, on peut réaliser des tests de faisabilité une fois la matière choisie. Ces tests de faisabilité peuvent être également, ils peuvent permettre de valider l'outillage, puisqu'on a acquis également
une expertise dans le développement d'outillages spécifiques. Donc, quand je parle d'outillage, je parle de filières et de conformateurs qui permettent d'obtenir des designs spécifiques ou d'élargir les dimensions qu'on ne serait pas en mesure de proposer via notre stock de filières, on va dire, que l'on possède. En termes d'application, c'est assez varié. Si je prends quelques exemples, dans le domaine optique, la coextrusion, elle permet de contrôler, par exemple, la transmission de la lumière grâce à des couches transparentes ou diffusantes au choix. On a travaillé également pour le secteur auto, où on a cherché à associer résistance mécanique et absorption des vibrations à travers de structures bicouches. Et on peut mentionner également des travaux pour le domaine de l'agriculture, en ajoutant une couche externe résistante aux UV et aux agressions extérieures qui permettent d'améliorer en fait la durabilité globale du tube. Si je switch maintenant sur le procédé d'extrusion cast pour la production de films, donc globalement le principe reste un peu le même, sauf qu'ici on dispose de 3 extrudeuses monovis, donc une diamètre 30 et 2 diamètre 45, et on est en mesure en fait de produire des films multicouches allant de 2 à 5 couches suivant la répartition des inserts au sein du feed block que l'on choisit. Donc en fait, via ces inserts, on est capable de moduler l'architecture de notre multicouche pour obtenir ce que l'on souhaite en sortie. Donc de manière technique, on est capable de produire des films de largeur soit 350 mm, soit 750 mm, pour des épaisseurs qui vont de 25 microns à 1 mm d'épaisseur selon le matériau processé. Donc les accompagnements qu'on est en mesure d'apporter, une fois de plus, c'est l'étude de sélection matériaux, qui, comme je l'ai dit, reste une des clés pour la bonne processabilité de la matière, des matières. Les essais de faisabilité derrière et pour valider en fait que le choix des matières est pertinent au moins au niveau de la processabilité. Et enfin, on est capable de caractériser les films produits via notre laboratoire pour vraiment valider le gain et l'apport d'un multicouche par rapport à un monomatériau, par exemple. En termes d'applications concrètes, et bien là, comme mentionné un peu plus tôt par Yves, donc les industriels aujourd'hui, ils ont le devoir d'incorporer de plus en plus de matières premières recyclées. Et ça peut être problématique pour notamment le secteur de l'emballage alimentaire, qui cause notamment des problèmes de migration de molécules vers les aliments. Donc actuellement, ce sont des sujets sur lesquels nous on travaille via des prestations privées, mais également via des projets de recherche tels que le projet Réembal, où l'objectif en fait c'est d'incorporer la couche de matières premières recyclées en couche centrale pour éviter toute migration vers l'aliment. Voilà, donc on vous a mis un petit lien vers qui vous mènera vers ce projet en fait, si vous souhaitez en savoir plus. Voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc maintenant, je vais vous présenter notre ligne d'extrusion calendrage, qui est composée de 2 extrudeuses monovis, donc une diamètre 75 et une diamètre 45. On dispose également d'un système de scanner de mesure en ligne qui permet de contrôler en fait l'épaisseur durant toute la production et sur toute la lèse. Et en finalité, on a un système soit de guillotine ou d'enroulement sur mandrin qui permet un conditionnement au choix, soit de plaques, soit de bobines, selon la demande client. Et donc, grâce à cette ligne, on est capable de produire des plaques de largeur d'1 mètre et d'épaisseur allant de 500 microns à 4 mm, que ce soit en bicouche, en tricouche, voire même en monocouche. Donc c'est quand même une ligne qui nécessite des quantités de matière un peu plus importantes que ce que j'ai pu vous présenter auparavant. Donc voilà, si on prend quelques exemples concrets parmi d'autres,
On a récemment travaillé sur la production de panneaux sandwich, où l'objectif global, c'était en fait d'améliorer la légèreté du panneau en pratiquant une couche centrale alvéolaire via un agent gonflant, tout en maintenant les propriétés mécaniques via les couches inférieures et supérieures. D'autres travaux qu'on a menés cette année, c'était la production de plaques pour carters de protection de batterie électrique destinées au secteur auto, avec d'un côté une couche ignifugée qui est censée en fait éviter la propagation des flammes si jamais il y a un souci au niveau de la batterie. Et de l'autre côté, donc des propriétés mécaniques, notamment la résistance au choc et à l'impact, pour protéger la batterie de toute agression extérieure. Et enfin, je l'ai mentionné, même si on s'écarte un peu du domaine de la coextrusion, on a produit des plaques monocouches qui servaient de support en fait structurel en polypropylène recyclé, chargé avec de la fibre de verre à un taux de 30%. Et voilà, donc ça c'était la dernière ligne d'extrusion soufflage qu'on souhaitait vous présenter, donc qui est de l'extrusion soufflage composée de deux extrudeuses monovis et qui permet le soufflage de corps creux tels que des flacons en bicouche ou en monocouche si besoin. Donc actuellement, on travaille sur des pièces soufflées bicouche pour application de réservoirs avec une couche nécessitant une résistance chimique. Et on travaille également sur le développement d'outillage, donc de moules de soufflage en ce moment. Voilà. Donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous présenter au niveau de la coextrusion. Maintenant, une autre grosse expertise de notre service, c'est vraiment la formulation par coupondage, que je vais détailler un peu plus, en rappelant le principe toujours. Donc l'idée, c'est d'intégrer des différents additifs, charges ou des fibres dans une matrice polymère, afin de créer un matériau un petit peu sur mesure, adapté à une fonction précise, quoi. Donc le mélange, il se fait à l'aide d'une extrudeuse bivis, comme on peut voir à l'écran, où la température et le cisaillement vont assurer la bonne dispersion des additifs dans la matière fondue. Ce procédé, donc, comme je l'ai dit, il permet de produire des granulés qui possèdent des propriétés qui ont été définies auparavant dans le cahier des charges. Donc ça peut être de la résistance mécanique, de la couleur, de la stabilité UV. Voilà, on peut un peu tout imaginer en termes de cahier des charges. Et en termes de quantité, on est capable de produire du kilogramme jusqu'à la tonne, voire un peu plus, et ce, sur quasiment tous les types de polymères. Donc qu'il s'agisse de biopolymères, de matières recyclées, ou même de polymères techniques tels que le PIC. Pardon. Donc voilà, le compotage, c'est vraiment une étape clé si on veut maîtriser un peu la formulation et les performances finales de notre matériau plastique. Donc au niveau des équipements dont on dispose chez IPC, donc Valentin l'a déjà présenté un petit peu, mais je vais revenir un petit peu plus en détail. On dispose de deux lignes de coupe-ondage, une de diamètre 18 pour des petites productions et une diamètre 32 qui, elle, si on nécessite des quantités de matière un peu plus importantes. Donc, globalement, elles sont équipées un peu de la même manière, puisque chacune d'elles comprend 3 doseurs pondéraux, avec une pompe péristatique si on souhaite doser des liquides, 2 gaveurs latéraux avec 2 zones d'introduction. Chacune d'elles possède un bain de refroidissement, soit à eau ou alors refroidissement à l'air pour les matériaux qui seraient sensibles à l'humidité. Et la principale différence entre les deux, c'est que sur la diamètre 32, on est capable de designer, si je peux dire, des profils de vis à façon, selon en fait le cas d'application et le cahier des charges défini auparavant.
Donc ici, on illustre en fait un exemple concret d'application qu'on a réalisé pour l'industrie du luxe. L'objectif, c'était d'intégrer des fibres végétales dans une matrice polymère pour obtenir un matériau naturel, entre guillemets, et durable, tout en conservant un bon niveau de performance et surtout un esthétisme convenable. Donc ce type de formulation-là, ça demande un contrôle très précis de l'humidité avant et pendant le procédé. Parce que les fibres végétales, eh bien, elles sont sensibles à l'humidité, mais aussi à la dégradation thermomécanique qu'on peut rencontrer dans l'extrusion d'Ivis. Donc ça, on a dû, pour vraiment limiter ce phénomène de dégradation, développer un profil de vis spécifique qui permet d'optimiser la dispersion de ces fibres-là en limitant leur casse. Donc on a également travaillé sur le taux de charge pour trouver le bon compromis entre aspect, propriété mécanique et processabilité. Et donc cette matière-là a été validée par la suite sur des essais en extrusion cast pour vraiment valider voilà, le comportement du matériau pendant le process. Donc ici, on est sur une application un petit peu plus technique dans le domaine industriel, des applications, puisqu'il y en a plusieurs. Hein. Mais globalement, on a eu pas mal de travaux ces derniers temps pour l'intégration de taux de charge élevés. Donc quand je dis élevé, on parle de supérieur ou égal à 65% de charge dans une matrice polymère, tout en maintenant une bonne homogénéité et une processabilité correcte. Donc pour ça, on en revient toujours à notre étude de sélection matériaux qui a été primordiale pour choisir les bons grades qui permettent, qui autorisent un taux de charge aussi important, puisqu'on va venir fortement modifier la viscosité, bien évidemment. Et puis, on a développé aussi des profils de vis spécifiques. Alors, d'une part pour des taux de charge importants, mais aussi selon la charge utilisée, puisque là, on parle de charge, on a travaillé sur le noir de carbone, sur des charges métalliques ou encore des résines ioniques qui sont vraiment des choses un peu, même très spécifiques. Et du coup, voilà, ce type de travail permet de concevoir des matériaux à haute performance pour des applications vraiment de pointe. Et donc le dernier exemple qu'on souhaitait vous présenter concerne la formulation d'un matériau recyclé, donc destiné là pour du mobilier urbain en fait. L'objectif du projet, c'était de valoriser une matière recyclée en garantissant des propriétés constantes et adaptées à l'usage final. Donc les propriétés mécaniques, elles ont été modulées pour assurer à la fois rigidité et résistance au choc. Il faut savoir qu'on avait une grosse contrainte, une grosse contrainte en termes de résistance à la flexion. Donc les propriétés physiques telles que le MFI et la densité, pareil, elles étaient étroitement contrôlées. Surtout le MFI avec un suivi rhéologique en ligne tout au long du procédé pour garantir la stabilité de la production. Donc ça, c'est un outil qu'on va vous présenter juste après, puisque c'est quelque chose qui est assez pertinent pour nous. Et un autre des points clés de ce projet, ça concernait vraiment la maîtrise de la couleur, donc imposée par le client, qui nous avait fourni un RAL et des coordonnées colorimétriques, donc les fameuses LAB, donc à respecter pour assurer un rendu homogène entre les différents lots. Donc ce développement-là, il s'est concrétisé par une production d'une vingtaine de tonnes, ce qui montre aussi un peu notre capacité à hausser nos cadences de production de manière ponctuelle, parce qu'on n'a pas vocation à faire de la production industrielle non plus. Mais voilà, ça montre un peu notre flexibilité sur ces problématiques-là aussi. Voilà, je passe la main à ma collègue Sanyara pour la présentation du contrôle rhéologique en ligne. Ok, merci beaucoup Benjamin. Donc, je suis Samira Elbir, responsable adjointe du service matériaux et extrusion.
J'interviens principalement sur des projets de recherche européens et nationaux, beaucoup également dans l'accompagnement des industriels via des actions collectives. Et donc, je vais prendre le relais sur Benjamin pour parler un peu plus du contrôle en ligne des propriétés rhéologiques et de l'intérêt de ce contrôle en ligne. Donc, ça ne sera pas axé sur les lignes, mais plus sur les périphériques qu'on dispose en plus de nos lignes. Donc, comme vous avez pu le voir, on a différentes lignes, mais on dispose aussi d'une série de périphériques qui permettent d'optimiser nos lignes d'extrusion compoundage, mais également de transformation. Donc, parmi ces périphériques, on peut citer l'Euromètre en ligne, que vous pouvez voir sur cette diapositive, qui nous permet d'étudier le comportement rhéologique de la matière à l'état fondu directement en sortie d'extrudeuse. Donc, ce Euromètre en ligne, qui est un Euromètre en ligne de Gottfert, est doté de 6 capillaires. Il y en a 3 qui ont un diamètre 3 mm, et ces capillaires de diamètre 3 mm, ils sont généralement utilisés pour un suivi du MFI au cours du process. L'avantage du Euromètre Gottfert comparé au Euromètre et viscosimètre en ligne sur le marché, c'est qu'il permet la mesure d'une large gamme de MFI. On dispose, comme vous pouvez le voir sur le tableau, aussi d'un jeu de capillaires de diamètre 1 mm. Ces capillaires sont utilisés pour des analyses un peu plus poussées. Ça ressemble un peu aux analyses qu'on peut faire avec le Euromètre capillaire de laboratoire. Donc, avec ces capillaires de 1 mm, on peut obtenir des courbes de viscosité sur une large gamme de cisaillements. Maintenant, concernant l'intérêt du Euromètre, c'est qu'il permet l'optimisation intelligente des formulations en mesurant de façon instantanée les propriétés rhéologiques, comme je l'ai déjà mentionné. Et ça rend en fait possible l'ajustement des formulations, comme l'optimisation du taux de charge, l'optimisation des ratios de mélange de polymères, ou également l'ajustement des paramètres process pour éviter la dégradation. Donc, en fait, grâce à notre outil, qui est l'Euromètre en ligne, et allié à notre expertise, nous vous permettrons un gain de temps en évitant les plans d'expérimentation qui sont longues et coûteuses, de réduire vos coûts de développement et la consommation de matière, d'optimiser vos formulations en direct selon le MFI spécifié par votre cahier des charges, et d'améliorer la précision et surtout la reproductibilité des résultats. Donc, ainsi, on est en mesure de vous garantir des formulations maîtrisées avec des performances souhaitées dans un temps de réalisation optimisé. Afin que ça vous parle plus, je vais vous donner quelques cas concrets donc, qui illustrent la difficulté de garantir un MFI sans plan d'expérience et sans analyse de laboratoire qui sont longues et coûteuses. Ce qui, on peut le dire, peut relever parfois d'un défi industriel. Les premiers exemples que je peux vous citer, c'est lorsqu'il faut ajouter de la charge minérale ou de la fibre de verre pour apporter de la rigidité à un matériau, ainsi que l'ajout de fibres végétales ou de coproduits agricoles pour réduire l'empreinte carbone. Pour ces deux exemples, peu importe l'ajout, nous observons généralement une diminution du MFI. Donc, afin d'atteindre les spécifications du client en termes de MFI, tout en permettant un bénéfice en termes de propriétés mécaniques ou empreinte carbone, il est vraiment crucial d'incorporer le bon taux de charge ou de fibre. Cela passe généralement, et vous le savez très bien, par une série d'essais et d'analyses laboratoires avant de trouver la bonne formulation qui apporte le meilleur compromis. Mais avec l'Euromètre, l'ajustement se fait en direct. On a ainsi une optimisation du temps et des coûts de développement. Un second exemple qui me semble très pertinent, c'est le développement de formulations biosourcées. Comme vous le savez, les matériaux biosourcés, les biopolymères ou qu'on a l'habitude aussi d'appeler bioplastiques, ils sont sensibles à la dégradation thermodynamique, ce qui peut engendrer des scissions de chaîne. Et si on a des scissions de chaîne, alors on va induire une diminution de viscosité avec la température, comme on peut le voir sur le graphe que j'ai présenté dans la slide. Il est à noter que cette scission de chaîne peut se produire avec la température, comme je l'ai dit, mais également avec des profils de vis cisaillants ou des vitesses de vis élevées. L'impact des
paramètre process est plus ou moins importante selon le type de polyester utilisé, ce qui complexifie le développement de formulations biosourcées. Pour ce cas d'application, le réomètre en ligne permet de contrôler cette dégradation, de la contourner en adaptant rapidement les paramètres process. Toujours dans le domaine des polymères biosourcés, on peut mentionner l'extrusion réactive. Alors, l'extrusion réactive, c'est une réaction chimique qui se fait in situ durant le procédé d'extrusion. Elle est généralement utilisée pour compatibiliser les mélanges de polymères biosourcés ou obtenir des copolymères qui ont des propriétés améliorées comparées aux deux homopolymères. Un exemple bien connu, c'est l'ajout de l'extenseur de chaîne Joncril dans les matières biosourcées. Ce dernier, comme vous pouvez le voir sur le schéma, agit avec une ou plusieurs chaînes de polymères biosourcés, ce qui va permettre d'augmenter la viscosité grâce à une augmentation de la taille des chaînes, qui va être bien sûr de plus en plus importante avec le taux de couplage. Cependant, lorsqu'on met trop d'extenseurs de chaîne, ou si la réaction est mal contrôlée, c'est-à-dire qu'on a une mauvaise dispersion du Joncril dans la matrice de polymère, on peut avoir la formation de branchements, qu'on peut appeler aussi réseau physique, qui est non désiré. Cette réaction chimique et son contrôle est possible également avec notre réomètre en ligne. On peut à la fois ajuster la quantité de Joncril pour avoir la viscosité souhaitée, mais également optimiser les paramètres en ligne pour assurer la qualité de la dispersion et favoriser l'extension des chaînes par rapport aux réactions de branchement. Maintenant, je vais revenir sur un dernier cas en lien avec les rappels d'Yves sur les obligations des industriels pour répondre aux réglementations, qui est l'incorporation des matières premières recyclées. Donc, il y a un constat que tout le monde connaît, c'est que nous avons une fluctuation de la qualité des gisements, ce qui entraîne une fluctuation des propriétés rhéologiques. Mais il y a encore un autre problème, c'est qu'on nous demande d'incorporer de plus en plus de matières premières recyclées. Et pour répondre à cette demande, il sera nécessaire d'utiliser différents types de gisements provenant de différents types de sources, ce qui va exacerber cette fluctuation du MFI. Donc, il y a un problème face à cela, car l'industriel va devoir quand même toujours garantir les spécifications techniques de son produit fini. Cela peut générer une tension ou une pression sur les industriels, mais le réomètre en ligne peut remédier à cette problématique grâce à la surveillance en temps réel des propriétés rhéologiques des formulations vierges et recyclées. Donc, comme on peut le voir aussi sur le schéma, c'est un schéma du projet Replace. Donc, le réomètre en ligne va pouvoir en fait surveiller les fluctuations de MFI. Mais si on associe ce réomètre en ligne avec la Synkibox, on va même pouvoir ajuster automatiquement le doseur de matière vierge et le doseur de matière recyclée à chaque fluctuation. Ceci nous permet ainsi de produire de façon sereine des formulations vierges recyclées avec un MFI très spécifique. J'aimerais également noter en complément les deux bénéfices supplémentaires d'avoir recours à notre réomètre en ligne et à la Synkibox. C'est que ça permet de garantir la traçabilité de la conformité aux spécifications clients, mais également de définir, de quantifier et de certifier la quantité moyenne de matière recyclée incorporée lors d'une production. Car la question revient souvent et on va devoir maintenant certifier qu'on a bien incorporé le bon taux de matière première recyclée. Donc, j'arrive à la fin de, de mon intervention et de l'intervention du service matériaux extrusion. Je vais redonner la parole à Yves pour la suite de la présentation. Merci donc Valentin, Benjamin et Samira pour la présentation des savoir-faire et compétences d'IPC. Je voulais juste, par rapport, quand on parle de production, nous on est sur la production de quantités qui vous permettent de valider, de faire des essais. On n'est pas un centre de production industrielle de compound ou de films plastiques. Je voulais quand même spécifier ça, c'est que nous on a, par contre, on est ça vous évite de mobiliser vos moyens industriels et surtout voilà, de pouvoir faire des essais dans des conditions industrielles. Alors, on est capable de vous fournir la quantité de matériaux nécessaires pour validation de vos solutions. Donc,
que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie d'échange et de construire ensemble. Donc, c'est le moment pour vous de poser vos questions aussi par rapport à ce qui a été présenté, ce qui a été dit, et en même temps aussi par rapport à ce qui a été présenté, c'est de savoir voilà, sur quel sujet vous souhaitez qu'EquipPC se positionne de manière un peu plus particulière et pour essayer de répondre à vos attentes, tant dans les enjeux environnementaux, on l'a vu, incorporation de matières plastiques recyclées, mais aussi sur la partie, on va dire, procédés. Voilà, est-ce qu'il y a des sujets qui vous semblent importants que IPC traite dans les mois ou années à venir, voilà, en fonction des programmes. Pour ça, donc, si tu peux passer la slide suivante, Samira. Oui. Ouais. Donc en fait, alors c'est un atelier post-it, mais on va le faire, on va essayer de le faire. Donc l'idée, voilà, c'est d'identifier vos besoins et vos enjeux, c'est-à-dire soit en termes de compétences, de formation, est-ce qu'il y a des formations particulières? Alors ça, sur les aspects compétences, formation, on s'appuie sur Polivia, mais nos experts peuvent intervenir dans ces types de formations. Est-ce qu'il y a des aspects au niveau de la certification, des matériaux, des procédés, de l'environnement, de l'économie circulaire? Donc voilà, c'est des enjeux sur lesquels l'IPC, on peut essayer d'amener des éléments de réponse, soit tout seul, soit au travers de partenariats qu'on a, comme on disait avec Polivia. Mais c'est important qu'on puisse répondre à vos attentes et à vos questions sur ces sujets-là. Et pour vous illustrer un peu ça, si tu peux passer les slides suivantes, je vais vous montrer, voilà, on a par exemple les actions collectives 2025, donc c'est les projets de R&D qu'IPC a menés dans le cadre de ces actions, et notamment pour aider, c'était des sujets qui sont remontés par les industriels, qui ont été remontés par les industriels en 2024, qu'on a mis en œuvre en 2025. On a fait le même exercice cette année, voilà, pour pouvoir mettre en place un programme de R&D des actions collectives 2026. Donc voilà, donc aujourd'hui, si je peux vous donner juste à titre d'information les sujets sur lesquels on intervient. Donc en 2025, on avait 19 projets de R&D qui étaient mis dans le programme 2025, des actions collectives. On avait 13 projets dédiés à l'économie circulaire. Alors ce que je vous ai mis en vert, c'est les sujets qui intéressent plus particulièrement l'extrusion, mais en jaune, qui peuvent aussi, qui sont surlignés en jaune, qui peuvent aussi être intéressants. Notamment, on a travaillé sur la réalisation des FDES. On a mis une action collective qui permettait de réaliser les fiches de données de sécurité et environnement. Donc ça, c'est plutôt les gens qui sont dans le secteur du bâtiment. Donc ça permettait d'avoir le fait d'avoir une action collective, ça permettait en fait d'avoir des coûts réduits sur la réalisation de ces FDES. On a travaillé par exemple sur ces trois R Impact, donc et l'outil d'ACV développé par IPC et d'éco-conception aussi, parce qu'on a des modules d'éco-conception à l'intérieur. Et notamment, on avait les modélisations des emballages réemployables. Donc on a un module qui est en cours de création. Et on a intégré des matières aussi, donc il y avait des matières liées à l'extrusion qui sont aussi intégrées dans cet outil. Donc c'est des choses. Après, si on regarde, on a travaillé on a un état des lieux des PFAS, c'est une action collective qui sera prolongée en 2026. Donc là, on travaille sur l'état des PFAS dans les process et dans les matières, et comment, avec la mise en place d'un petit outil de diagnostic qui permettra à l'entreprise de pouvoir identifier les sources de PFAS potentielles dans son process interne. On a fait un état des lieux des différentes technologies de recyclage chimique. Donc là, c'est pareil, c'est aussi ça intéresse les gens de l'extrusion. Et aussi un inventaire des procédés de décontamination pour la récupération de l'alimentarité des déchets post-consommation. Donc là, c'est pareil, on a fait un petit état des lieux aujourd'hui de ce qui existe. Et ça intéresse justement plus particulièrement aussi les gens de l'extrusion. On a fait une action collective aussi, alors elle va être poursuivie en 2026, donc ça c'est pareil, si ça vous intéresse d'y participer. On a identifié les impacts liés à l'utilisation de matières plastiques recyclées sur les opérateurs. Alors le but, c'est pas de vous mettre le réel dans le bâtiment, mais l'idée, c'est de pouvoir faire attention, parce qu'on sait que, comme on l'a dit, le problème de qualité des matières plastiques recyclées, ça peut engendrer des fois, et on a eu le retour de certains industriels, c'est pour ça qu'on a mis en place cette action-là,
c'est de savoir comment on pourrait mesurer ce qui peut être dégagé par les matières plastiques recyclées lorsqu'on les retransforme. On a eu le cas des gens qui utilisent par exemple du lessiviel, des produits issus du lessiviel, les bidons, mais aussi d'autres produits, d'autres matières qui font qu'à un moment donné, il peut y avoir des odeurs qui ne sont pas forcément très agréables pour les opérateurs, mais aussi des fois, peut-être des dégagements de substances qui peuvent avoir un impact sur les opérateurs, donc c'est bien de pouvoir anticiper ça. Après, on avait là, c'est vraiment dédié aux transformations du film, donc on a travaillé sur un protocole pour contrôler les taux de gel dans les films, donc ça c'est une action code 2025. On a travaillé aussi sur la complexation papier polymère, parce que certains industriels du film complexent. Donc, et là, quand on parle polymère, c'est plutôt des solutions biosourcées. Et on a travaillé notamment sur, on avait déjà une action collective 2024 qui permettait en fait de travailler sur le complexage des deux types de matériaux, papier polymère. Mais cette année, on a travaillé sur l'étude de la fin de vie et l'impact environnemental. Parce qu'un c'est bien d'associer des matériaux, mais à un moment donné, il faut voir comment ça se traduit en fin de vie et est-ce qu'on est bon en termes d'impact. Donc voilà un peu sur la partie économie circulaire. Après, on a travaillé aussi, donc là c'est en cours, c'est l'aide numérique au réglage d'un procédé d'extrusion. Donc on l'a vu, Samira vous a présenté ensuite, on va dire la suite du projet Replace qui était plutôt adapté au compoundage. Là, c'est comment on contrôle avec une aide numérique les réglages d'un procédé d'extrusion au sens large, que ce soit du profilé, du film ou autre. Et l'idée, donc, c'est d'intégrer la SynQbox dans le process pour pouvoir ramener de la data, aider aussi vos opérateurs à prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui et c'est une action collective qui va continuer l'année prochaine aussi, qui est prévue d'être continuée en 2026. C'est comment on aide au process et surtout faciliter aussi vos recrutements, parce que c'est aussi un moyen, le numérique peut être aussi un outil qui vous facilite le recrutement et de ne pas forcément avoir besoin de super experts. C'est de dire comment le numérique peut essayer de pallier à ce manque d'expertise et d'aider un collaborateur à prendre les bonnes décisions au bon moment lorsqu'il est en production. Et puis, on a une action collective donc dans les produits haute valeur ajoutée qui peut être aussi intéressant pour l'extrusion. C'est l'hybridation de la fabrication additive avec le process d'extrusion. Alors, il est beaucoup plus large, le sujet. Il travaille sur les champs on intervient sur des pièces thermoformées, sur les pièces injectées, mais on a aussi une partie sur l'extrusion. C'est de dire comment on peut construire sur un profilé qu'on vient d'extruder. On peut construire des fixations, des pattes de fixation, des reprises, des choses qui permettent de pouvoir, ou des assemblages, faire réaliser des assemblages avec des profilés extrudés grâce à la fabrication additive. Ce sont des choses aussi sur lesquelles on travaille cette année. Donc, pour vous montrer un peu les sujets aussi sur lesquels on peut travailler. Donc, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire et on reste à votre écoute. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée.